Vous évoquiez tout à l'heure le travail de l'acteur. C'est quoi ce travail? Ah, le travail, on pourrait dire avant tout, avant même d'en arriver au travail de la technique théâtrale, c'est une manière de penser, c'est une manière de vivre. À partir du moment où on dit je voudrais exercer un art, il ne faut pas s'y présenter comme ça en venant simplement prendre des cours le matin et en faisant n'importe quoi dans la journée. Il y a une question de prise de conscience, et ça on peut l'obtenir par des exercices. Ce que dans d'autres endroits on appelle le yoga ou le Hatha yoga, etc. Moi, j'appelle pas ça comme ça, j'appelle ça prise de conscience corporelle. Et si on est maître de son corps, on éprouve une liberté, et une liberté en même temps de parole. Bon. Et puis la technique réelle, vous savez, elle peut s'appuyer, je n'ai jamais fait de doctrine ni de dogme, c'est un art qu'il est difficile de faire autrement qu'en l'exerçant. C'est pour ça que j'ai mes classes, mes masterclass, puisqu'il faut dire ça comme ça maintenant, public, pour que les gens voient ce que représente le travail justement de l'acteur, avant de devenir celui du comédien. Parce qu'on peut être un très bon acteur, un bon exécutant, mais pas un interprète. Bon. Et la différence, Jean-Laurent Cochet, entre acteur et comédien. La différence, c'est que l'acteur nous laisse voir, prenons le bon acteur, pas l'exhibitionniste, on voit ce qu'il fait. Et on entend bien, de préférence, mais on entend le texte de la brochure. La brochure est là, c'est une façon d'avoir joué les mots. Alors qu'il faut partir du principe que les mots sont non pas nos ennemis, mais il faut partir de la brochure pour revenir à soi et à l'auteur. C'est-à-dire que le grand travail premier, c'est de faire son texte. Ça, moi, je l'ai appris il y a 50 ans avec Mme Simone. Il ne faut pas jouer les mots, il faut les déjouer. Ah, exactement. Il faut pas... J'appelle ça la brochure, pour bien me faire comprendre, parce que les mots sont nos ennemis, en quelque sorte. Si on veut les dire bien, on surjoue. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. On a besoin de mettre le texte debout, c'est-à-dire d'essayer de faire sentir ce que, même si c'était d'autres mots, le public devrait éprouver. Alors, qu'est-ce qu'on joue, Jean-Laurent Cochet, si on ne joue pas les mots? On joue le sentiment. On joue la sensation. C'est à ça qu'il faut revenir, justement. Les mots s'interposent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les mots et le verbe. C'est Jean Guiton, un jour, qui m'avait dit, moi, quand j'étais jeune, j'avais hésité entre prêtre et comédien, ce qui peut se comprendre, d'ailleurs. Et il me dit, mais vous savez, c'est pas très très loin, parce que pour un prêtre, pour un homme d'église, le verbe s'est fait chair, et vous, c'est la chair qui se fait verbe. Et il faut donc en passer par soi. Il faut avoir la connaissance de soi, la maîtrise de soi, par l'observation qu'on a des autres, par l'analyse qu'on fait sensorielle de soi en permanence, pour pouvoir en toutes circonstances, quand on nous le demande, là j'ouvre encore une petite parenthèse, c'est ça que les gens oublient, quand on disait à René Simon, mais qu'est-ce que c'est qu'un comédien? Il disait, c'est un monsieur ou une dame qui raconte un caractère donné, dans une situation donnée, quand on le lui demande. C'est-à-dire que c'est un métier. On ne peut pas attendre d'avoir l'inspiration, on ne peut pas attendre d'avoir le Dieu qui descend. Il faut qu'à 9h-5, on puisse faire comme si c'était vrai. Donc c'est un travail tout entier sur soi, un travail un travail d'amour avant d'en arriver, alors justement, aux exercices. Vous savez, en musique, il y a 7 notes. Il se trouve qu'il y a 7 choses principales pour le comédien. Être maître, mais alors ça contient tout, sinon on n'est même pas vivant, il ne faut pas faire ce métier, la respiration. Et la respiration n'est pas la gymnastique suédoise ou comme certaines speakerines, etc. La respiration, c'est la prise de conscience de la sangle abdominale, là où il y a la base de tous les sentiments, là où on fait l'amour, là où on accouche, là où on a peur. C'est de ça qu'il faut être le maître, c'est ça qu'il faut posséder. Et cette respiration est binaire, c'est-à-dire que nous, je dis nous parce que ce sont mes maîtres qui me l'ont appris, on parle d'inspire. C'est-à-dire qu'il y a l'inspire et l'expire. Ce sont ces deux mouvements-là qui font la respiration de l'individu. Et quand on est au haut de l'inspire, on peut aller au bout de sa pensée, on peut aller au bout des verbes, on peut aller au bout des mots, puis après il y a les reprises de respiration. Bon. Et il y a aussi ce qu'on appelle donc, pour que ce ne soit pas monocorde ni monotone, les ruptures. Oui, vous parliez de cette chose, donc oui, la respiration. La respiration, les ruptures, et alors qui s'obtiennent par la réaccentuation. Par exemple, ce que je viens de faire là, c'est une réaccentuation. Au lieu de dire par la réaccentuation, ce qui aurait été plat, je veux faire comprendre l'intensité que j'y mets, je dis par la réaccentuation. Alors ça, c'est pour, surtout dans le théâtre classique, qui n'est écrit qu'en interversion, c'est pour éviter, je prends toujours ce même exemple, parce que tout le monde est tombé dans le piège, c'est une monstruosité que de dire Maître Corbeau sur un arbre perché, parce que l'arbre n'est pas perché. Si on veut dire la chose juste, c'est Maître Corbeau sur un arbre, perché, tenez. Voilà. Et ça, c'est toute la différence qu'il y a entre
2 comédiens dont l'un connaît son métier et l'autre ne fait que parler à peu près juste, mais on n'accepterait pas ça d'un pianiste, ni d'une danseuse. Donc réaccentuation qui permet les ruptures vocales, ruptures rythmiques, c'est-à-dire de pouvoir, ce qu'on fait tous dans la vie sans s'en rendre compte. On parle comme ça, puis d'un coup on dit « Oh, seulement alors ça !» ou on parle de ça, ou on dit « Oui, naturellement, c'est pas... » Bon, pour qu'il y ait des contrastes vocaux. Et puis, troisième chose, le phrasé, qui justement va à l'encontre de la ponctuation écrite, qui n'est qu'un code, qui n'est qu'une graphologie. Si on s'arrête, si on respecte la ponctuation, il y a une virgule, arrête-toi, il y a un point, ferme ton sens, ça c'est monstrueux, parce qu'il n'y en a rien à voir. C'est comme si on s'arrêtait à des barres de mesure en musique. Vous voyez. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut en respecter aucune, mais c'est pas là qu'on respire. On ne dit pas « laissez-moi, virgule, je vous prie ». On dit « laissez-moi, je vous prie », et puis au besoin, on enchaîne avec le vers suivant. Si c'est la situation unique, note unique, c'est-à-dire que ça, on n'en sort pas, c'est comme dans la vie. Quand on est dans une certaine situation, ça peut durer un acte entier, c'est la même inflexion. Là, j'en arrive à la chose rarissime que m'avait fait comprendre aussi Henri Roland et Madame Siman, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une intonation. Ça, c'est quand on lit et qu'on lit mal, on se laisse prendre justement par la ponctuation, par la mémoire visuelle. L'inflexion, c'est d'aller, et je prends toujours le même exemple, c'est la première fois que je l'ai compris, Monsieur Roland, j'ai travaillé un garçon qui travaillait Achille dans Iphigénie. Mais ça, c'était tous les 3 vers dans n'importe quelle pièce, ou toutes les 3 phrases. Bon, et il avait à dire, vous connaissez la pièce, bon, on va tuer sa fiancée pour qu'il y ait du vent. Et il y a une engueulade avec Agamemnon, pour résumer la pièce. Et Agamemnon lui dit, mais enfin, c'est pour sauver Troie, etc. Et la chose écrite, c'est, mais que me fait à moi cette Troie où je cours? Il le disait juste, c'est-à-dire qu'il disait les mots. Bon. Et si on écoutait bien, on comprenait les mots qu'il disait, mais pas la sensation, comme disait Jouvet. Il faut penser ta sensation. Et M. Roland lui a dit, fais ton texte. Il n'y arrivait pas facilement, c'est pas très facile, alors qu'en principe c'est une libération. Et M. Roland lui a dit, mais j'en ai rien à foutre, moi, de Troie. Et là-dessus, tu accroches, tu donnes ces dessins-là au mot de l'auteur. C'est-à-dire que tu dis, et que me fait à moi cette Troie où je cours? Et là, c'est pas seulement de la diction, c'est le sentiment qu'on traduit en dépit des mots, si j'ose dire. Il y a la forme, et nous, derrière la forme, il faut qu'on trouve l'épaisseur de la chair. Et puis, je crois qu'on les a passés en revue. Il reste 2 points, un bon comédien. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne pas oublier caractère donné dans une situation donnée quand on vous le demande. Puis alors ça, c'était René Simon qui avait trouvé la formule absolument fantastique. Faut pas que je l'oublie au moment où je vais en parler. Situation unique, note unique, on vient de le dire. Puis alors, oui, qu'est-ce que c'est que jouer la comédie? C'est jouer un personnage, jouer une situation. Et la situation se résume, si on peut dire, à qui je suis, où je suis, à qui je parle. C'est-à-dire que selon ce que je dis, je ne le joue pas de la même manière si c'est dans une cuisine ou dans un bois. Il n'y a pas besoin de décor pour ça, simplement on timbre différemment pour montrer qu'on est en plein air, la résonance n'est pas la même, c'est à nous, c'est à nous à inventer le décor, c'est à nous à inventer le temps qui passe aussi. À qui je parle, parce qu'on peut dire quelque chose à quelqu'un, la même phrase, avec le même sentiment d'incompréhension, par exemple. Si on le dit à quelqu'un qui nous emmerde depuis longtemps, lui dire « Oh, écoute, ça va bien maintenant ». Et si on le dit à sa mère, qu'on aime bien, on dit « Oh, maman, ça va bien maintenant ». C'est-à-dire, la chose est la même, en fait, c'est la même note, mais selon à qui je parle. Alors, le qui je suis, c'est tout, c'est-à-dire se raconter tout le passé, tous les souvenirs du personnage, qui je suis, comment l'époque, c'est important, bien sûr. Comment je suis né, quelle a été mon éducation, se raconter tout le passé du personnage, puisque quand on arrive en scène, on commence pas la pièce, on termine sa vie. C'est-à-dire que le début d'une pièce, c'est la fin de tout ce qui a précédé. Et pour ça, il faut partir du début. Et quand on en arrive à l'œuvre, comme disait Céline Bidac, il disait la fin est dans le commencement. Donc il faut savoir qu'on n'a plus qu'à porter le personnage jusqu'à l'ultime moment qu'a souhaité l'auteur. Et on retourne un petit peu le gant, comme ça, comme la mort d'Orphée. Et il n'y a plus qu'à s'abandonner à l'inconnu, alors que tout est réglé. Parcours d'artiste. Qu'enseignez-vous? La précision, l'exigence, le rythme? Oui, tout ce dont je viens de vous parler, le théâtre.
Et le théâtre, c'est la vie. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me disent, c'est une école de vie, c'est le prince de ligne. Bon, Jean d'Ormesson, toujours, voilà le passeur d'âmes, voilà le jardinier des âmes. Oui, enseigner le théâtre, c'est enseigner l'amour de soi et de l'autre, c'est enseigner la culture, la lecture, qui n'existe plus chez nous, c'est enseigner la beauté, techniquement, c'est enseigner ce qu'on appelle la respiration, la réaccentuation, le langage de l'inflexion et des préfinales. Les préfinales. Les préfinales, oui, c'est de pouvoir infléchir un mot dans une phrase avant d'arriver à la finale parce qu'il la précède. Exemple. Oh, pour n'importe quelle phrase. Attendez, Très souvent, par exemple, vous utilisez les fables de La Fontaine. Toutes les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine, c'est la base de la situation théâtrale. On raconte qui on est, on raconte une histoire. Les préfinales, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure en parlant bien agréablement avec vous pendant des heures. Tout ce que je fais en ce moment sont des préfinales. En ce moment, c'est une préfinale. Je peux vous dire, tout ce que je fais en ce moment, c'est une préfinale, et puis être recto-tono et n'avoir aucune couleur, rien du tout. Ah non, c'est un sentiment qui me guide, et j'ai envie de vous raconter que ce que je fais, une autre préfinale, ce que je fais en ce moment, c'est une préfinale pour en arriver à la fin. Car comme disait Célie Bidac, le plus grand chef d'orchestre, en tout cas du XXe siècle, la fin est dans le commencement. Vous voulez raconter une histoire drôle à la fin de l'ARPA, vous pensez à la chute. Vous voulez jouer Hermione, vous pensez à tout ce qu'elle a en elle qui va la mener fatalement 2 actes après au suicide. Pour se projeter donc à la fin de la phrase du vers. Pour se projeter, oui, à la fin du vers, à la fin de la fable, à la fin de la pièce, à la fin de la scène. Par exemple, et puis là en même temps il va me permettre un bel exemple de réaccentuation et d'éviter les monstrueuses bêtises qu'on a fait depuis qu'on dit cette fable. Le corbeau et le renard, bon, on a entendu, je commence par la réaccentuation, on a entendu très souvent, pendant des siècles je pense, avant que ça n'arrive jusqu'à nous, Maître Corbeau sur un arbre perché. Alors en général quand on me dit ça, j'arrête et je dis explique-moi ce que c'est qu'un arbre perché. Et jamais, apparemment, même des grands comédiens qui ont enregistré des fables, ne sont posés la question. Ça a été la première défiguration de la langue pour les jeunes, avant même de voir les affiches qu'il y a sur nos murs en ce moment. Maître Corbeau, sur un arbre, perché, tenait. Voilà. Ça, c'est à la fois une préfinale et une réaccentuation. C'est-à-dire qu'on veut raconter à quelqu'un la fable dont le sujet est... Enfin... Vous connaissez le sujet, de faire entrer ce sujet en situation, c'est-à-dire d'en bavarder avec quelqu'un qui est en contradiction avec vous, parce qu'au théâtre, il n'y a pas de situation s'il n'y a pas de contradiction. Il y a toujours quelqu'un qui parle d'autre chose à quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord. Ça peut être très gentil avec sa maman, ça peut être affreux avec son ennemi, mais ce qu'on veut, c'est... Vous voyez tout ce que je vous dis en ce moment, je ne pense pas que je fais des préfinales, mais je ne peux pas m'exprimer autrement. Dans la vie, tout le monde le fait sans se rendre compte, puisqu'on ne s'écoute plus. On parle dans des boîtes. On a envie de raconter à quelqu'un, en l'occurrence le public, voilà ce qui m'est arrivé, voilà pourquoi je suis un peu malheureux ou indigné, etc. J'ai parlé d'une certaine histoire à quelqu'un et il ne voulait pas me croire. Alors je lui ai raconté une fable de La Fontaine, on parlait de la liberté, je lui ai raconté Le loup et le chien, c'est quoi le loup et le chien ? Le loup et le chien, c'est ça, c'est une fable sur la liberté, et là je vous fais mon métier, c'est l'histoire d'un loup qui n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde, ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, et après il n'y a plus besoin de toutes les conneries qu'on faisait avant, jouer les personnages, et bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, rien du tout. Vous racontez un film à quelqu'un, vous jouez pas le rôle de Brad Pitt au moment où vous lui dites, tu verras comment il dit je t'aime à sa partenaire. Vous ne jouez pas je t'aime. Dans aucun récit, on ne joue les personnages que l'on cite. C'est une loi absolue. Alors on a pour ça une bonne respiration, des réaccentuations pour éviter des fautes comme l'arbre perché. La réaccentuation, c'est le modelage de la pensée. Puis alors, préfinale, finale, c'est la musique. Et le rythme, le mouvement de l'œuvre, c'est la chorégraphie. Notre art, quand il est bien exercé, contient tous les autres. L'exemple que vous venez de donner est tout à fait intéressant. Une fois qu'on sait tout, qu'on a tout mis en place, on peut dire pratiquement recto tono, sans jouer le personnage, la dame au nez pointu, etc. Et ça n'est plus recto tono, puisqu'il y a justement ces... Oui, c'est animé de l'intérieur, de dessous, quoi. Voilà, exactement. Exactement. C'est-à-dire que
3 vers, vous allez voir, par des gens qui prétendent les dire bien, parce qu'il y a derrière l'acteur qui dit « Regardez comme je le fais bien ». La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue. Ça y est, on s'emmerde. Ah, j'ai une histoire à vous raconter extraordinaire. Une femme que je connais, qui lésine beaucoup, mais elle a eu un mot extraordinaire. Elle avait une copine qui avait fait je ne sais pas, car il faut faire son texte surtout, il faut jouer une pièce entière avec des mots à soir au besoin. Cet ami a reçu cette femme qui n'avait rien fait de l'été et qui est venue, non mais tu te rends compte, qui est venue lui demander du fric. Mireille, pour ne pas dire la cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Bah oui, bien sûr, elle a trouvé crié famine chez la fourmi, sa voisine. Bah oui, mais c'est facile, ça, elle avait qu'à travailler. Et la fourmi lui a dit, vous avez fait quoi cet été? Bah j'ai chanté. Vous avez chanté? Et elle lui a dit, bah c'est très bien, maintenant dansez. M'emmerdez pas. C'est tout. Vous avez dit une fable de La Fontaine. Et ça n'est rien d'autre. Si ce n'est que les mots que vous dites quand vous en arrivez aux siens sont plus élégants et plus musicaux. Mais il n'y a pas une façon de dire une fable de La Fontaine. Il y a toutes les façons de ne pas les dire, en les jouant, mais non, c'est pas les frères Jacques. Il n'y a rien de plus difficile que les fables de La Fontaine, parce qu'il n'y a rien à faire. Et les plus courtes en particulier, parce qu'on ne peut pas se récupérer en chemin. Vous êtes un mainteneur, Jean-Laurent Cochet. Mainteneur. Vous le disiez tout à l'heure, un mainteneur. Mais on voit que l'art que vous enseignez a bougé. C'est plus du tout l'art de l'époque de Marie Marquet, par exemple, qui était admirable à son époque, mais qui faisait des effets. On ne dirait pas le contraire. Vous gommez. Tout ce que je vous raconte vous là, gommez les quand effets. c'est bien fait, mais pas du tout, je ne suis pas Jean-Paul Roussillon. Quand c'est bien fait, comme je vous le raconte là devant le micro, ça fait beaucoup plus d'effets que ça n'en faisait avant. Beaucoup plus. La première fois qu'on m'a envoyé au casse-pipe, je bavardais de ça avec Escande et Jean Meyer. J'étais encore au conservatoire. Je leur ai dit, ça y est, je crois que j'ai compris. Je voudrais aller dire quelque part une fable comme ça, sans la jouer, sans la détailler, comme ça, raconter une histoire comme on le fait à la fin d'un repas, c'est tout, c'est tout. Comme La Fontaine écrivait à ses amis sous forme de fable. Bon, puis voilà, c'est tout. Alors il m'a envoyé un gala de soldats avinés à propos de je ne sais pas quelle fête au Mont-Valérien, et j'ai dit le meunier, son fils est l'âne. Et ben, ce jour-là, jour mémorable, pour la première fois, en racontant comme ça, j'ai fait un effet que personne n'avait jamais songé à faire nulle part. En appliquant ce qu'on appelait déjà, puisque Meyer nous racontait ça, et le tenait de Jouvet, lui, ça c'est la méthode, en fait, que je vous raconte là, subtilisée encore par moi, mais qui était celle de Jouvet, et que lui exagérait. Bon. Alors ça, c'était quelquefois gênant à l'oreille. Mais quand on ne fait que le raconter, comme dans la vie, les gens dans la vie ne se rendent pas compte qu'ils font tous ça. Tous. C'est organique. Seulement, quand on passe à un texte, ah oui, alors le texte, c'est pas vrai, faut le dire comment? Comme tu le dirais dans la vie. Comme tu le dirais dans la vie. Alors je suis arrivé à un moment du texte, l'âne, le meunier, son fils, etc. Ils ont laissé l'âne tout seul, et puis marcher à côté. Et puis à un moment, des gens leur ont dit, mais dites donc, l'âne, il est fait pour qu'on lui monte dessus. Alors ils montent sur l'âne. Voilà la fable écrite. L'âne qui goûtait fort d'autre façon d'aller, telle qu'elle est écrite, se plaint en son patois, le meunier n'en a cure, et figurez-vous, où j'ai fait un effet, à la Valta, et là elle a été à l'écoute. L'âne, qui goûtait fort d'autre façon d'aller, se plaint, en son patois, et ben voilà, c'est tout. Ou bien c'est une expression morte, se plaint en son patois, et les gens n'imaginent rien, ou bien ils pensent que l'âne se plaint, enfin, il se plaint comme on peut se plaindre quand on est un âne, donc il braie. Et voilà. Et de Racine, n'importe quel autre auteur, voilà comment se travaille, non pas des mots, mais la pensée qui continue à circuler sous les mots, quelle qu'en soit la forme écrite. Comment êtes-vous comme metteur en scène ?